Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Conseil scientifique de la Société nationale d'horticulture de France qui vous propose, à partir d'aujourd'hui 2 novembre 2020, une série de 5 webinaires, autrement dit de séminaires en ligne, sur le thème « Santé des plantes, ressources naturelles et biologie contemporaine ». Ce thème s'inscrit dans le cadre de l'année internationale de la santé des végétaux 2020, instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Je tiens à faire part de toute notre gratitude à nos partenaires de l'Institut Agrenium, ainsi qu'à l'Académie d'agriculture de France, qui ont bien voulu nous accueillir en nous faisant profiter de leur expérience pour cette série de webinaires. Pour la petite histoire, ce colloque scientifique était à l'origine prévu pour le vendredi 15 mai 2020. Il a été reporté au vendredi 25 septembre en raison de la crise sanitaire du Covid-19, puis finalement transformé en une série de 5 webinaires qui se dérouleront pendant tout le mois de novembre, avec un programme très proche du programme initial. Juste un mot sur la crise que nous traversons. Comme toutes les crises, elle perturbe profondément nos habitudes, notre routine, nos usages. Mais elle nous place aussi devant nos responsabilités en nous imposant un effort de créativité et d'adaptation. Le télétravail et les réunions à distance, comme celle d'aujourd'hui, sont des pratiques qui se développent dans les circonstances actuelles. Mais elles étaient déjà en gestation bien avant la crise, qui au fond ne fait qu'accélérer une tendance qui se généralisera dans le monde de demain. La Société nationale d'horticulture de France est un lieu de rencontre et d'échange ouvert à tous les passionnés d'horticulture, quelle que soit leur origine ou leur degré de connaissance. Elle mène de nombreux projets collectifs et didactiques que je vous invite à découvrir sur notre site internet www.snhf.org. Les missions historiques de notre société savante, créée en 1827, n'ont rien perdu de leur actualité. La SNHF reste fidèle aux valeurs gravées dans sa charte, à savoir l'indépendance, le désintéressement, le partage des connaissances, l'exigence de compétences. Nos valeurs sont portées par le dévouement de nos bénévoles qui œuvrent avec nos collaborateurs salariés pour que la SNHF soit à la fois digne de son passé, fière de son présent et confiante en son avenir. Le Conseil scientifique, créé en 1999, est à l'heure actuelle présidé par Madame Yvette Daté, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. Ce Conseil scientifique a bâti sa notoriété sur la rigueur de ses travaux et sur son indépendance. Indépendance d'esprit par sa capacité à s'affranchir de toute idéologie et tendance de mode, indépendance financière aussi, grâce au bénévolat de tous ses membres. Je remercie très chaleureusement Madame Yvette Daté et toutes les personnes qui l'entourent dans ce conseil scientifique. Ce sont les travaux de ce conseil et les initiatives comme cette série de webinaires qui nous permettent d'affirmer que la SNHF est bien une société savante en phase avec son temps. Je remercie très chaleureusement également tous les intervenants qui vont se succéder tout au long de ces 5 sessions. Rien n'aurait été possible sans leur généreuse contribution. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à suivre leurs exposés et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Madame Yvette Daté. Bonjour, bonjour à tous. Merci Dominique Douard. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être nombreux parmi nous. Je viens d'avoir un petit souci avec ma connexion Internet. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, je vais
essayer de retrouver mon PowerPoint, mais je ne suis pas sûre. Sinon, bien tant pis, je vais parler sans image. Excusez-moi pour ce bredouillage de début, mais je vais donc vous dire qu'aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle présentation de notre colloque, comme vous l'a dit le président Dominique Douard, qui est présenté en 5 webinaires tous les lundis après-midi du mois de novembre. Et à mon tour, je remercie Agranium et l'Académie d'agriculture de France de nous accueillir dans le cadre de leur convention. Je remercie également Aristide Boucaré de ses conseils et de son accompagnement pour nous apprendre à nous servir de ces webinaires. Alors, santé des plantes, ressources naturelles et biologie moderne. Pourquoi avons-nous, avec le conseil scientifique de la SNHF, choisi ce thème? Nous nous sommes volontairement placés dans le cadre de l'année de la santé des plantes, promulguée en 2020 par la FAO, et notre objectif est de montrer que les connaissances scientifiques actuelles peuvent apporter des solutions efficaces pour favoriser la santé des plantes en ayant de moins en moins recours à des produits chimiques de synthèse. Alors c'est une évidence, les espèces végétales sont l'objet de nombreuses attaques, champignons, bactéries, virus, pour ne citer que cela, et les cultures ont besoin d'être protégées pour exprimer leur potentiel de production en quantité comme en qualité. Vous aurez aujourd'hui une vision de la diversité des modes de vie et des stratégies parasitaires des agents pathogènes, précédée d'une rétrospective sur la protection des cultures. Nous verrons la semaine prochaine que le changement climatique et les échanges internationaux favorisent l'émergence de nouveaux ennemis des cultures, mais que les modèles mathématiques permettent, tout comme pour les populations humaines, de prédire le développement des épidémies. Face à cet environnement hostile et changeant, les plantes ne restent pas passives. Elles possèdent à l'état latent des mécanismes de défense naturelle qui sont activés à la suite d'une agression. Il s'agit pour la plante de détecter l'agression, ce qui repose sur la reconnaissance de composés produits soit par les bioagresseurs, soit par elle-même à la suite de l'attaque. Émettre des alertes qui vont assurer la transmission des signaux de défense dans toute la plante et la conduire à mobiliser son immunité. Mettre en place des défenses localisées au point d'infection dans un premier temps, puis élargies aux parties non atteintes dans un second temps. Enfin, mobiliser tout un cortège de micro-organismes bénéfiques, le microbiote. Il est possible de stimuler les défenses naturelles des végétaux cultivés selon un principe qui pourrait rappeler celui de la vaccination, en activant le système de défense de sorte que les cultures entrent en état de résistance au moment d'une éventuelle agression. Ces mécanismes de défense seront décrits dans nos 3e et 4e webinaires. Puis viendra le temps de la génétique. La génétique, pour la sélection de variétés résistantes à des maladies, est largement utilisée. La recherche de gènes de résistance dans le pool des ressources génétiques de l'espèce sélectionnée ou dans les espèces voisines est une pratique courante pour le sélectionneur. La résistance à des maladies est d'ailleurs un levier d'action très utilisé depuis de nombreuses années en ciblant selon l'espèce tel ou tel agent pathogène. Et ce sont vraiment les critères qui sont les plus utilisés pour la sélection. Pour l'utilisateur, le progrès génétique est un progrès gratuit. Mais chacun connaît le jeu de chat et de souris du contournement des résistances des plantes par les agents pathogènes. Et c'est la raison pour laquelle l'approche génétique mérite souvent d'être intégrée à une approche agronomique plus globale, à la fois parce que les pratiques raisonnées ou intégrées permettent de limiter la pression des bioagresseurs, mais aussi pour gagner en durabilité des résistances elles-mêmes, et nous aurons un exemple de cette stratégie.
Viennent maintenant les apports de la biologie moléculaire à la sélection, qui permettent, en gagnant du temps, de mieux répondre, par exemple au changement climatique ou à l'acquisition de résistance. Les dernières découvertes sur les ciseaux moléculaires, couronnées par le prix Nobel, décerné à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna, vous seront exposées, tout comme les espoirs qu'elles offrent pour la sélection. Nous sommes loin d'avoir fait le tour de tout ce que les nouvelles connaissances en biologie apportent à la santé des plantes, mais nous espérons, par ces quelques visions, vous donner le goût d'approfondir. Vous pourrez retrouver tous les exposés de nos conférenciers dans le document produit par la SNHF qui sera mis en ligne à votre disposition sur notre site. Il est d'ailleurs déjà en ligne, ou bien sous format papier en achat sur la boutique en ligne, ou bien sous format dématérialisé, toujours sur la boutique en ligne, mais gratuitement. Avec les exposés du colloque sont inclus dans ces webinaires et dans le document les contributions de 2 lauréats des prix de projet décernés grâce au soutien de la Fondation Truffaut et du prix de thèse décerné chaque année par la SNHF à un ou une lauréate ayant soutenu une thèse se rapportant au thème du colloque. En 2020, c'est Candy Aboud qui a remporté cette distinction et je dois dire que j'ai été très heureuse de voir qu'elle avait également remporté une médaille d'argent de l'Académie d'agriculture de France. C'est donc une excellente thèse qui a été reconnue par 2 fois par 2 jurys indépendants. Avant de terminer et de céder la parole à Noël Dorion, membre du conseil scientifique et du bureau de la SNHF, qui animera cette session, je voudrais remercier chaleureusement les orateurs. J'ai bousculé leurs agendas, je les ai sollicités de nombreuses fois et ils ont toujours répondu présents. Merci à tous, merci aux membres du conseil scientifique et merci à tous nos auditeurs. Je laisse maintenant la parole à Noël Dorion. Eh bien, bonjour à tous, merci Yvette, merci Dominique. Alors, merci à tous nos auditeurs parce que là, je vois que nous sommes à 126 participants. Alors, je ne vous vois pas, mais ça m'impressionne quand même beaucoup. Donc, merci à tous. Alors, mon rôle aujourd'hui, il va être d'essayer d'animer les deux présentations que nous allons voir. Alors, pour des aspects techniques, je vous demande, si vous avez des questions à poser, de les rédiger dans la petite partie qui s'appelle Q et R de Zoom, là, qui est à côté du nombre de participants. Et à la fin des exposés, j'essaierai soit de poser toutes les questions aux orateurs, soit d'en faire une petite synthèse, ce qui risque de ne pas être très simple. J'espère que j'y arriverai. Et donc, voilà, donc pas d'en converser, n'est-ce pas, mais dans Q et R pour que je puisse récupérer les questions. Donc, je dois aussi remercier, bien sûr, nos orateurs, mais je vais surtout les présenter. Donc, je vous présente tout d'abord Jean-Louis Bernard. Jean-Louis Bernard est membre de l'Académie d'agriculture de France. C'est un phytopathologiste qui a travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et pour ne pas faire trop long, parce qu'il a beaucoup de qualités, je vais ajouter qu'il est un peu historien et que son sujet aujourd'hui est justement un sujet de compilation, d'histoire, et il va nous raconter la longue marche de la protection des cultures qui qui vient du néolithique, c'est-à-dire de la naissance de l'agriculture. Donc, Jean-Louis Bernard, je vous laisse la parole, et puis pour ce second exposé, je vous ferai la présentation d'Yvan Sache. Alors, quand même, Jean-Louis, il faut rappeler que l'exposé est limité à 30 minutes et que donc, comme je ne pense pas que nous ayons des moyens de contrôle très performants sur la longueur, je vous fais confiance pour la durée de l'exposé. Voilà, bon webinaire à tous et puis je reviens vous voir tout à l'heure.
Je n'entends pas Aussi, M. mes Bernard, il a micros, coupé son micro. Vous pouvez réactiver le micro. Petit incident de parcours, Jean-Louis n'a pas mis son micro. Il a coupé son micro. Établir Ah, le son réactiver son maintenant. micro. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, Voilà. c'est très bien. C'est beaucoup mieux. Bon. Vous pouvez vous remettre en plein écran. Voilà. Bien. Écoutez, j'ai perdu 1 minute déjà. Je m'en excuse. Bien, tout au long de ces webinaires qui nous sont fournis, qui nous sont présentés, organisés par la SNHF, je pense que nous parlerons énormément du futur. Alors, j'ai été aimablement invité à vous parler du passé, ce que je fais avec un immense plaisir. Et dans le cadre de cette année où l'on se préoccupe de la santé des végétaux en relation avec la santé des hommes, je voudrais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé avant l'époque moderne, c'est-à-dire avant les années 50, parce que ce sont des choses qui sont assez peu connues et je pense qu'il est très important de les connaître parce qu'elles structurent le monde actuel et notre mode de pensée. Donc, vous allez voir, je vais partir d'assez loin, mais je pense que c'est nécessaire. Je passerai rapidement sur le passé. De toute manière, je vous promets d'avancer à grandes enjambées pour tenir le temps. Alors, si l'on s'interroge sur les agricultures anciennes, que faisaient les hommes? Est-ce qu'ils avaient conscience du fait qu'il fallait protéger les végétaux? Autrefois, oui et non. C'est-à-dire, vous le savez, l'agriculture dans nos régions a commencé à devenir dynamique aux alentours de moins 4000 avant Jésus-Christ. Cela dit, ça a commencé bien avant, 4000 ans avant, dans le croissant fertile en Mésopotamie. Mais même auparavant, et même chez les peuples les plus primitifs que les Européens ont rencontrés au cours du 19e siècle, on se rendait compte que la protection des cultures existait ne serait-ce qu'au travers de la volonté qu'avaient tous les agriculteurs de réduire la concurrence des espèces végétales non cultivées. C'est-à-dire chez tous les peuples, même les plus primitifs, on trouve des pratiques qui consistent à essayer d'écarter de la zone cultivée, où l'on veut faire un semis par exemple, les plantes qui pourraient entrer en compétition avec les végétaux dont on attend une récolte. Donc les moyens anciens, vous les connaissez tous, c'est l'abattis et le brûlis. Ça se pratique encore malheureusement de nos jours dans des endroits où on ne voudrait pas que cela se passe. C'est l'incendie des plantes herbacées avant semis, ça reste ordinaire sur des millions d'hectares chaque année. C'est le travail à la houe, à la bêche ou à la main. Cela dit, si l'on s'interroge sur ce qui est plus proche de ce qu'on entend aujourd'hui par protection des cultures, on se rend compte que dès les premiers écrits de l'humanité, on trouve des témoignages là-dessus. Cela dit, les ennemis des cultures ne sont pas forcément ceux que l'on croit ou ceux que l'on juge comme tels aujourd'hui. C'est-à-dire, si l'on prend le cas des vignobles sur lequel nos ancêtres ont énormément écrit, on se rend compte que l'ennemi des cultures le plus évident pour eux, c'était l'homme. L'homme, parce que dans les pratiques guerrières, on commençait par détruire les cultures pérennes de l'ennemi, en particulier la vigne, et qu'en temps de paix, l'emploi d'esclaves non spécialisés sur le vignoble était source de blessures infligées à la vigne, en particulier lors de la taille ou du travail du sol. Donc l'homme est vraiment vécu comme quelqu'un d'assez inapte en matière d'entretien de la santé du vignoble dans les temps anciens. Le deuxième élément négatif, c'est le bétail errant. Ça, alors, c'est excessivement clair. Vous regardez les écrits des Perses, des Grecs, des Romains, bien sûr, mais de tous les peuples qui avaient une écriture, un jour ou l'autre, on fait mention des dégâts du bétail, et souvent même, on sacrifie des animaux, notamment des boucs, en fonction du fait qu'ils sont réputés comme occasionnant très souvent des dégâts sur les cultures pérennes. Et en troisième lieu, ce qui ressort des écrits anciens, au moins pour le cas des vignobles, mais aussi pour les grandes cultures, ce sont les dégâts d'insectes. Alors bien sûr, il y a les criquets, vous connaissez tous les épisodes bibliques, mais pourquoi les insectes? Tout simplement parce que ça se voit. Lorsqu'une chenille dévore une feuille de salade, on voit très bien la chenille en train de manger la salade. À l'époque, on ne parle pas de maladie et on ne s'intéresse qu'aux insectes et aux mauvaises herbes, à vrai dire.
si l'on reprend des catégories modernes de protection des cultures. Alors, dans les écrits anciens, on trouve aussi 3 catégories d'animaux qui sont manifestement surveillés en fonction des dégâts qu'ils font. De très longue date, c'est d'abord les rongeurs qui sont concernés. Et vous savez que les rongeurs sont à l'origine du premier moyen de défense des cultures que l'homme ait utilisé de façon régulière. Il s'agit du chat. Par contre, on trouve aussi des témoignages anciens de substances variées comme l'arsenic, l'oryrose, qui étaient utilisées pour éliminer les rongeurs. Le deuxième point qui est très surveillé, ce sont les dégâts d'insectes. Dégâts d'insectes parce qu'ils s'attaquent aux réserves, que l'on soit chasseur-cueilleur ou agriculteur néolithique, on fait tous des réserves plus ou moins importantes et les dommages d'insectes qui s'y développent étaient surveillés et sont à l'origine d'un certain nombre de recettes anciennes, notamment à base de décoction. Et enfin, chez tous les peuples, et vous le retrouvez ça, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique du Sud, partout, même chez les Indiens d'Amérique du Nord, on retrouve le problème des oiseaux. Le problème des oiseaux, les oiseaux sont redoutés en particulier parce qu'ils ont une action très néfaste au niveau des semis. Ils s'attaquent parfois à la récolte, mais c'est surtout au niveau des semis qu'on les surveille. Et la méthode classique de défense contre les oiseaux, c'est l'effarouchement. Alors, si l'on en vient à des choses plus scientifiques, disons, qui sont dans le passé de notre vieille Europe, on peut se pencher sur les apports de la philosophie grecque. Et on trouve 2 personnages qui sont en relation avec notre sujet, qui émergent assez nettement. Il s'agit d'abord d'Aristote. Bon, beaucoup d'entre vous ont dû lire l'histoire des animaux. Et il a fait des observations très intéressantes sur les fumigations, mais c'est aussi le premier à mentionner de façon très claire les effets toxiques de l'huile sur les insectes. Et il juge que l'huile est un poison absolu pour les insectes, alors que l'eau, on a du mal à les noyer. Par contre, l'huile les tue rapidement. Et il constate une chose qui ne trouvera son débouché que plus de 2000 ans plus tard, c'est la capacité qu'ont les insectes à percevoir les odeurs. Et les observations d'Aristote sont, à vrai dire, à l'origine de découvertes qui ont été exploitées beaucoup plus tard au niveau des phéromones. Ensuite, le deuxième personnage intéressant de cette époque est Théophraste. Théophraste qui avait succédé à Aristote à la direction du lycée. Et donc, il a fondé un certain nombre de choses. Notamment, il a beaucoup travaillé sur les problèmes de concurrence alimentaire entre végétaux. Et il a bien expliqué le mode d'action qu'ont les façons de binage ou de sarclage, qui sont, à vrai dire, des éléments essentiels dans la limitation de la concurrence alimentaire entre plantes. Et il a fondé une notion qui est très importante et qui mettra des dizaines de siècles avant d'arriver à sa conclusion, c'est la notion de plante malade. Théophraste est le premier à dire clairement les plantes, comme les animaux, comme les hommes, peuvent souffrir de maladies. Alors, je vous encourage à lire. L'œuvre de Théophraste a été traduite en français très récemment, il y a une dizaine d'années. Ce sont des ouvrages absolument fabuleux. Lorsqu'on se rapproche de notre époque, on trouve énormément de citations chez les agronomes latins. Alors, vous les connaissez sans doute de nom. Il y a des gens comme Caton, comme Varron, comme Columelle, comme Palladius, il y en a d'autres. Et tous ont fait des écrits qui, souvent, en se copiant les uns sur les autres d'ailleurs, font allusion à des problèmes de santé des plantes et parfois des solutions pour essayer d'y parer. Alors vous avez des choses très amusantes, notamment chez Columelle, mais vous avez à la fois des conseils d'ordre agronomique sur le choix des sols, des variétés, des modes de conduite, du désherbage. Vous avez des suggestions qui sont liées à l'emploi de recettes magiques et de talismans. On parle aussi énormément de sacrifices offerts aux dieux, parce que lorsqu'on ne sait pas très bien comment les plantes se comportent et qu'on ne peut pas expliquer rationnellement les dommages que l'on observe, on se réfère aux dieux auxquels on sacrifie souvent un animal pour obtenir une solution. Et enfin, vous avez des méthodes qui sont plus concrètes, des méthodes de lutte, énormément de choses qui sont liées à l'emploi de cendres, de fumigation, de substances malodorantes. Les campagnes devaient avoir des odeurs épouvantables à cette époque. Il y a énormément de choses qui sont basées sur des fumigations de produits puants. Et vous avez aussi des procédés chimiques qui sont inspirés de ce qu'on savait de la chimie à l'époque.
Vous avez les recettes de Caton contre la pyrale de la vigne, qui sont tout à fait intéressantes. Vous avez les recommandations de Pline pour lutter contre la pourriture grise, où on revient sur l'arsenic une fois de plus. Et vous avez les conseils de Varron pour lutter contre les adventices. Cela dit, cela se trouvait dans les livres, mais assurément assez peu dans les campagnes. Donc le problème des adventices reste encore à cette époque le problème majeur qui motive l'ensemble des agriculteurs. Alors au niveau des adventices, il s'est passé à l'époque de Rome, à l'époque où Rome étendait son influence sur l'Europe et sur le Moyen-Orient, un début de transition important dans le domaine de la protection des cultures contre les adventices. Les Grecs n'utilisaient guère que l'arère. L'arère, vous savez ce que c'est, vous en voyez parfois à l'œuvre lorsque vous allez dans certaines régions, plus en France, mais dans certaines régions du Moyen-Orient, par exemple, on utilise encore l'arère de manière ordinaire. L'arère a des avantages, c'est un outil léger, qui ne demande pas des efforts de traction monstrueux, mais qui est assez médiocre pour détruire les mauvaises herbes. À l'époque de Rome, on a vu commencer à s'introduire par l'Italie du Nord, en provenance sans doute de Bohême, de régions du centre-Europe, la charrue. Alors, la charrue, elle a un avantage énorme, c'est qu'elle permet de mettre en valeur les terres argileuses. On ne peut pas travailler avec l'arère. Par contre, ça demande plus de force de traction et c'est beaucoup de mauvaises herbes, c'est très clair. Par contre, ça peut remonter à la surface des graines qu'un passage de charrue précédent aurait enfouies. Donc, avantage, inconvénient, limite. Mais cette transition est excessivement importante parce que pendant des centaines d'années, une fois que la charrue a fait son trou, si j'ose dire, au niveau de l'Europe de l'Ouest, ça restera l'outil privilégié pour combattre les mauvaises herbes en dehors de la main. Alors, il y a une chose qui est mal connue, mal interprétée par nos contemporains, c'est l'histoire de la jachère. Alors, autrefois, l'absence d'éléments fertilisants facilement et rapidement assimilables faisait qu'on avait coutume de laisser reposer le sol, c'est-à-dire lorsqu'on avait dans le Midi, chez moi, on faisait encore au XVIIIe siècle une jachère tous les 2 ans. On faisait un blé, un repos d'un an, une jachère. Dans les régions d'Europe les plus évoluées, on était en système triennal, c'est-à-dire on faisait un blé, une culture de printemps, une jachère, puis on revenait sur le blé. Cela dit, la jachère n'a jamais été, y compris du temps des Romains, une période de repos du sol réel. C'est-à-dire la jachère, c'était quoi? C'était un laps de temps d'une campagne que l'on consacrait au labour des terres, c'est-à-dire cette terre improductive qui ne donnait rien, uniquement pour supprimer les mauvaises herbes. Elle recevait 3 ou 4 labours dans l'année. Donc, lorsqu'on parle du laboureur ancien, c'est un terme qui a toute sa valeur. Il labourait les terres afin d'y semer son blé. Donc, les jachères, nous les avons vécues jusque, grosso modo, à la fin du XVIIIe siècle. À partir de là, les choses ont commencé à bouger et elles ont transformé le monde agricole. Alors, cela dit, la jachère, c'est quelque chose qui se fait avant la mise en culture, avant le semis ou après la récolte. Cela dit, lorsqu'une culture est en train de lever, qu'est-ce qui reste normalement? C'est le sarclage. Donc, à une époque comme celle d'Olivier de Serres, vous voyez, on est à la fin de la Renaissance, lorsqu'on semait une culture, lorsqu'on semait un blé, le blé était toujours semé à la main. Il n'y avait pas d'outil pour semer la culture. Donc, on semait à la volée. En général, on passait parfois un coup d'arrière, un coup de verse, un coup de quelque chose pour enfouir, pour cacher les graines afin que les oiseaux n'en consomment pas trop. Ça poussait et ensuite, il fallait sarcler. Alors, à l'époque où la main-d'œuvre ne coûtait pas cher, du temps d'Olivier de Serres, on envoyait les femmes, les enfants pour arracher l'herbe. À l'époque où la main-d'œuvre a été plus onéreuse, en particulier, donc les rendements stagnaient, et on se contentait de rentrer pour arracher les chardons un peu plus tard en saison, en général trop tard, vers le mois de mai. Donc, problème des adventices. Alors, ce problème des adventices qui domine l'Antiquité, qui domine la Renaissance, qui domine le Moyen-Âge,
s'est perpétué longtemps. Cela dit, il s'est produit au niveau de la seconde moitié du XVIIIe siècle un certain nombre de virages importants pour la protection des cultures. Et en particulier, ça a été les travaux de Mathieu Tillet qui ont été une révolution intellectuelle. La carie, contrairement à ce qu'on croit aussi, n'est pas une maladie qui a toujours existé dans nos régions. C'est une maladie qui a été introduite d'Europe de l'Est, d'Anatolie, on ne sait pas très bien, mais à l'époque de la Renaissance. Et en quelques années, c'est devenu un fléau majeur des cultures. Les agriculteurs s'échangeaient volontiers les semences entre eux, et il y avait de l'eau de semences qui apparaissait très sympa, qu'on achetait aux voisins, et qui se révélait pourri de carie, et qui infestait les champs. Donc la carie s'était beaucoup développée, et c'est quelqu'un qui passe pour un agronome, et qui n'en était pas un au départ, c'était un inspecteur des impôts, Mathieu Tillet. Il était patron de la monnaie à Troyes. Mathieu Tillet a fait des travaux en s'inspirant de choses qui couraient dans la littérature, notamment la littérature anglaise. Il a réussi à démontrer que lorsqu'on trempe les semences de blé dans un lait de chaux, additionné en général de salpêtre, on arrivait à avoir, à partir de ces graines trempées dans le lait de chaux, beaucoup moins de carie que ces graines qui ne l'étaient pas. Donc le travail de Mathieu Tillet a été monté en épingle du temps de Louis XV, a été repris moult fois pour faire des travaux et démontrer l'intérêt du trempage. Et donc, c'est comme ça qu'est née la technique du chaulage. Et la technique du chaulage, au départ, ça a été une révolution. Tout le monde ne la pratiquait pas. Beaucoup de gens le faisaient fort mal. Mais on savait que ça avait un intérêt pour limiter la carie du blé, dont on ne connaissait même pas très bien l'origine. Beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas une maladie cryptogamique. Cette maladie cryptogamique a été décryptée, si j'ose dire, par un précepteur qui s'appelait Bénédicte Prévost, qui habitait à Montauban, mais était genevois d'origine, et qui lui a fait une étude plus approfondie sur la carie. Il est arrivé à se rendre compte qu'il s'agissait de quelque chose de vivant, qui se multipliait, qui intoxiquait le blé, mais il s'est rendu compte aussi du fait qu'en mettant un petit peu de sulfate de cuivre dans l'eau, on arrivait à des effets anti-carie très supérieurs au chaulage. Cela dit, déjà à l'époque, les gens avaient des idées bien arrêtées, puisqu'on avait jugé autrefois, 1807, vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça, que le sulfate de cuivre était un poison trop exceptionnel pour être laissé entre toutes les mains. Et donc, pendant 50 ans, on n'a pas utilisé la technique parce qu'on avait peur d'intoxiquer les semeurs, ce qui était une intention cependant louable. Alors, autre problème, mais à la même époque, celle de Tillet, vous voyez, c'est le problème de la conservation des grains stockés. Pour Réaumur, qui a été un grand savant, un grand naturaliste et un physicien hors pair, la conservation des grains était l'un des plus grands objets que puisse se proposer ce qui gouverne un État. Et aujourd'hui, qui raisonnerait comme cela? À l'époque, le problème de la conservation des grains était majeur parce que nous n'avions pas des moyens de stockage de bonne qualité qui mettaient les grains à l'abri des rongeurs, que bien souvent on rentrait les moissons trop humides, ce qui enregistrait des moisissures énormes dans les greniers. Et lorsqu'on laissait traîner un petit peu les grains en conservation, fatalement on avait des problèmes qui amenaient parfois à en jeter une grande quantité. Donc à une époque où les rendements en blé à l'époque étaient de l'ordre de 9 à 10 quintaux hectares, on avait bien souvent du mal, ça a été le cas sous le règne de Louis XV, à faire des soudures. Donc voilà comment se présentaient les problèmes. Donc on a eu à nouveau Duhamel du Monceau qui est intervenu et qui a mis au point l'étuvage des grains qu'on a utilisé pour le transport des grains aux colonies. Et la mission conduite en 1760, vous voyez, c'est tout frais, c'est tout récent, a permis d'identifier la lucite des grains. Donc c'est un des exploits de Parmentier et de Cadet-de-Vaux. Et on a étudié sa biologie, on a proposé des mesures efficaces pour la combattre, qui était tout simplement la fermeture des greniers. Alors, pour ce qui est des jardins, il faut que la SNHF y retrouve quand même un peu ses billes là-dedans. Il y a tout ce problème de la protection des jardins. Alors, pour ceux qui sont passionnés par les écrits de la Cantini, ça aussi je vous recommande, c'est superbe. Moins connu, mais tout aussi intéressant, l'abbé Chabol ou l'anglais William Forsyth. Donc, ces gens-là ont travaillé énormément sur les dernières années du XVIIIe siècle pour essayer de trouver des solutions
dans les jardins, notamment à la lutte contre les chancres, à la lutte contre les dégâts de taille et les attaques cryptogamiques sur les plaies que cela engendrait. Et on a mis au point les premières bouillies, les premières lessives savonneuses que l'on mélangeait avec un peu de soufre, avec un peu de chaux ou avec des feuilles de tabac qu'on laissait tremper et qu'on projetait à l'aide de seringues sur la fondation des arbres. Donc, vous voyez, on voit quelque chose qui s'amorce là, une prise de conscience, et à partir de moyens relativement simples, on a commencé à susurrer des solutions qui soient rationnelles. Un immense tournant, souvent incompris ou négligé dans le raisonnement, c'est l'invention du semoir en ligne. Alors, l'invention du semoir en ligne doit beaucoup à deux personnages. Vous voyez, ça se produit entre 1720 et 1750, c'est toujours la même époque. C'est d'une part Jethro Tull en Angleterre et Duhamel du Monceau à nouveau en France. Donc, ce sont eux qui ont inventé, si j'ose dire, le semoir en ligne, même si des semoirs en ligne ont existé dans une haute antiquité. Ils étaient toujours limités à des secteurs très limités, à des usages très précis. Là, on a développé des semoirs en ligne qui commençaient à marcher à peu près correctement. Alors, ce n'était pas toujours très fameux, mais ça permettait d'apporter un début de solution au problème des mauvaises herbes dans les céréales en particulier. Parce que des céréales semées à la volée, on ne pouvait pas grand-chose en faire si on était envahi par une mauvaise herbe quelconque. Les chardons, ça se voit de loin. Le vulpin, c'est beaucoup plus difficile à voir. Et à partir du moment où ces semoirs en ligne ont commencé à fonctionner à peu près correctement, et on a commencé à voir leur développement, c'est pas si ancien que ça, c'est vers 1820, un véritable développement, on a pu envisager de mettre au point des machines qui permettaient de passer entre les lignes semées de la céréale pour extirper les mauvaises herbes à une époque où elles étaient encore relativement jeunes. Et à partir de là, nous avons toute la grande évolution du machinisme qui se met en place. Le semoir en ligne, ça ne supprime pas la houe à bras, ça ne supprime pas les sarclots à chardon, les moettes, etc. Mais ça permet d'imaginer autre chose, et notamment des solutions qui permettent de faire un travail plus rapide et plus efficace. Donc on a vers 1820 à nouveau, 1840, toute une industrie qui commence à se développer, c'est celle du machinisme, et qui renvoie lentement, très lentement, aux oubliettes le travail du sarclage à la main et du sarclage, de l'arrachage des herbes à la main. Vous avez en bas de cette diapositive le tableau « Les sarcleuses de lin » d'Emile Klaus, qui est assez évocateur. Certaines cultures sensibles, comme le lin, on était obligé de se le faire à la main 2 fois, 3 fois dans la saison, de manière à ce que le lin puisse subsister avec un minimum de concurrence des mauvaises herbes. Alors, si on en revient à la protection du vignoble, je vous en ai parlé au début, protection du vignoble, finalement, au XVIIIe siècle, à une époque où tout bouge dans les grandes cultures, on a fait assez peu de progrès. Vous voyez que la culture de la vigne, autrefois, lorsqu'il s'agissait de se préoccuper, d'organiser des chantiers, on parlait de plantage, de taille, de labour, de provins, de greffe, de liure, de rognure, d'amendement avec un A, tant de terre que de fumier, et l'expulsion des insectes. L'expulsion des insectes, c'était, on se les fait, comme on l'a fait souvent l'altiste, comme on l'a fait souvent le cigarier. Cela dit, il y a quand même des choses qui se passent. La vigne n'a pas beaucoup bougé, mais malgré tout, les esprits ont évolué. On arrive à la fin des recours systématiques à l'intercession divine. On abandonne les procès faits aux animaux. Le dernier procès fait aux animaux, ça remonte au début du XVIIIe. Cela dit, on est fataliste devant un certain nombre de problèmes, notamment la pourriture grise des raisins. Il y a des écrits monstrueux au XVIIIe siècle sur ce sujet-là, où on dit à plusieurs reprises la réputation du champagne est perdue, toute la vendange a pourri cette année. Bon, heureusement, les choses ont bien évolué depuis lors. Mais si vous voulez, en vigne, paradoxalement, il se passe assez peu de choses, jusqu'à l'arrivée de la pyrale. Alors, l'arrivée de la pyrale, c'est un sujet qui est assez controversé. On ne sait pas si la pyrale préexistait chez nous et que des auteurs n'en aient pas parlé. On suppose qu'elle est arrivée d'Espagne vers le milieu du XVIIIe siècle. Toujours est-il qu'elle a commencé à attaquer des vignobles du Midi, notamment en Roussillon, et que finalement s'est étendue un petit peu partout avec des pullulations épouvantables, notamment en Beaujolais.
et aussi en Champagne. Et à ce moment-là, la science s'est mise en place, c'est-à-dire on doit beaucoup à un homme qui travaillait au Muséum d'histoire naturelle, Victor Audouin, qui a fait des années d'observation dans le vignoble du Beaujolais pour essayer de trouver des solutions pratiques pour que les vignerons puissent limiter les dégâts de pyrale. Dans certaines régions, on arrachait les vignes à cause de la pyrale. Vous voyez, on en était là. Donc Victor Audouin a mis au point une méthode de collecte manuelle intensive des pontes de pyrale déposées à la surface des feuilles de vigne. Donc on envoyait des myriades de gens dans le vignoble qui observaient les feuilles, qui ramassaient les feuilles qui portaient des œufs de pyrale, qu'on allait soigneusement brûler. Et quelques années après, on est passé de la collecte manuelle à l'échaudage hivernal. Vous avez une image là. On versait de l'eau chaude durant la période hivernale sur les coursons, de manière à pouvoir tuer l'insecte qui se réfugie d'hiver dans les anfractuosités de l'écorce. Au XIXe siècle, on a aussi un phénomène qui est bien connu, mais qui est mal maîtrisé, c'est le problème des hannetons. Donc au XIXe siècle, on continuait à faire comme par le passé, c'est-à-dire on ramassait les vers blancs à la main en suivant la charrue ou la herse. C'est l'image que vous avez à gauche. Et on a commencé à faire, à partir de 1850, de grands essais, de grandes opérations de récolte des adultes de hannetons. Donc, on récoltait des tonnes de hannetons sur les arbres, que l'on payait en général, chichement, mais quand même, et on envoyait les enfants ramasser ce peu d'argent de poche. Cela dit, on a commencé à partir de 1890 des essais de lutte biologique. Ça a commencé en Russie, ça s'est continué en France, mais on obtenait des résultats qui étaient tellement irréguliers que ça n'a pas eu de pérennité, alors que les champignons que l'on travaillait sont ceux que nous utilisons aujourd'hui pour certains chantiers de lutte biologique. Alors, le 19e siècle, c'est une époque de progrès, mais c'est une époque qui est effrayante parce qu'on voyage, on commerce, on échange, et on introduit des quantités considérables de ravageurs, de maladies, d'un continent à l'autre. C'est-à-dire les Américains, on sait ce qu'ils nous ont envoyé, énormément de choses. Cela dit, si on va aux États-Unis, ils disent les Européens nous ont envoyé tout ça. Et c'est vrai, on a échangé des parasites en quantité phénoménale et arrive l'oïdium de la vigne, 1847, une catastrophe. La vigne, vous avez vu, on faisait très peu de choses, l'expulsion des insectes. Et à partir de 1847, le monde change. L'oïdium de la vigne arrive, la production viticole s'effondre, le prix du vin s'envole. C'est un impact considérable dont on a oublié l'importance. Et à partir de l'oïdium de la vigne, on met au point assez rapidement, coup de chance, le poudrage du vignoble avec du soufre. Et ce poudrage-là, c'est le point de départ de la pharmacopée phytosanitaire, de la pharmacopée moderne. C'est un pont entre l'agriculture et l'industrie, parce qu'en l'espace de 2 ans, on demande aux industriels de créer des sublimeries, des tritureries de soufre, et il se crée des dizaines d'usines dans le midi de la France pour arriver à produire suffisamment de soufre pour empêcher l'oïdium de se développer sur le vignoble. Et c'est aussi le lancement de travaux de sélection végétale. On voit la génétique qui pousse son nez. Cela dit, ça a été conduit de telle manière que ça a été à l'origine de catastrophes épouvantables. Comme on va le voir, la première d'entre elles, le phylloxéra. En allant aux États-Unis chercher des plants qui soient résistants à l'oïdium, on a introduit ce puceron qui se développe sur les racines et qui a été une catastrophe majeure, sans doute la plus grande catastrophe parasitaire qu'ait connue l'agriculture européenne. Toutes les vignes d'Europe sont mortes, à l'exception de petites zones sur des sols de sable ou sur des zones qu'on était capable de submerger une partie de l'année pour asphyxier le puceron qui se développait sur les racines. Donc, on a cherché des remèdes au phylloxéra. On a été à nouveau aux États-Unis chercher des vignes résistantes au phylloxéra. On a ramené des pépins, on a ramené des baguettes, on a ramené des tas de choses. Et puis, on a ramené le mildiou de la vigne. Donc, on avait l'oïdium et le mildiou. Le mildiou, c'était un peu plus long, mais au bout de 7-8 ans, on est arrivé à mettre au point la bouillie bordelaise grâce à Millardet. Et dorénavant, le vignoble a été à la fois soufré, avec du soufre en poudre, et sulfaté avec de la bouillie bordelaise pour venir à bout du mildiou. Et cette époque-là, la fin des années 1860,
70, c'est le début de la lutte biologique. Alors, quand je parle du début, il y a eu des tentatives autrefois, il y a eu des témoignages très anciens qui laissent à penser que. Toujours est-il que l'approche là devient beaucoup plus scientifique et nous avons des réussites remarquables avec la Rhodolia cardinalis en Californie, qui a aussi sévi en France, des échecs très déplaisants avec Bacillus thuringiensis, parce qu'on ne savait pas le formuler, et les premiers essais ont été complètement décevants. Et on a eu de grosses déceptions avec les champignons entomopathogènes qu'on ne savait pas non plus faire fonctionner. Alors, le désherbage des blés a connu un grand changement suite à des contraintes énormes économiques entre 1890 et 1900. Et c'est à cette époque-là qu'on a mis au point le désherbage sélectif des cultures avec une solution de sulfate de cuivre non neutralisée. On ne mettait pas de chaux dedans. Ça brûlait les dicotylédones. Ça respectait à peu près les pieds de blé. Et on a fonctionné comme ça pendant une quinzaine d'années jusqu'à ce qu'on mette au point une autre méthode qui n'était pas si sympathique que ça. C'était la technique basée sur l'emploi de l'acide sulfurique. Donc ça a commencé à se développer juste avant la guerre de 14 et ensuite ça s'est envolé entre les deux guerres et l'acide sulfurique en Europe a été le désherbant le plus utilisé dans toutes les zones de céréaliculture en Europe. Et enfin, l'apport de la génétique, eh bien, je vous en ai parlé un petit peu pour la vigne très rapidement, mais la génétique a commencé à apporter beaucoup avec le premier blé hybride français, Datel, qui avait une grande qualité. Les gens ont dit il est résistant à la rouille noire. C'est faux, mais c'était traduit comme ça, parce que c'est une variété très précoce. Donc, en la récoltant précocement, on mettait le blé relativement à l'abri, ce blé en tout cas, relativement à l'abri de la rouille noire qui se développe de façon tardive sur nos climats. Et à cette époque aussi, mais un peu plus tard, 1912, on a commencé à travailler les porte-greffes du pommier. Parce qu'avec l'introduction du puceron lanigère du pommier d'Amérique du Nord en Europe, on se retrouvait confronté avec des plantations qui dépérissaient. Et avec la station britannique d'East Malling, on a réussi à mettre au point des variétés de porte-greffes qui étaient résistantes au puceron lanigère et qui sont utilisées, elles ou leurs successeurs, de nos jours, par tous les arboriculteurs d'Europe. Alors pour terminer, il reste à peu près dans les temps, je voudrais terminer sur cette idée-là, c'est-à-dire l'emploi des produits de protection des plantes n'est pas quelque chose de très récent. Cela dit, le véritable envol, vous l'avez bien vu, se situe à l'époque de 1850, 1847, 1853 avec Marès. Ce sont les produits soufrés. C'est-à-dire à partir du moment où on a mis du soufre sur la vigne, où on a vu que ça pouvait contrôler l'oïdium, on s'est posé des questions, et ailleurs, est-ce qu'on peut le mettre? Donc on a découvert que ça pouvait contrôler des oïdiums sur des melons, sur des rosiers, ça pouvait contrôler parfois aussi de l'oïdium sur des pommiers, par exemple, ou sur des pêchers. Donc lorsque le cuivre est arrivé, il a suivi le même chemin, c'est-à-dire on l'a mis sur la vigne, le cuivre, mais très vite, dès la première année d'expérimentation à grande échelle, il y en a qui ont fait des essais dans leur jardin sur leurs tomates. Ils se sont rendus compte que sur la tomate, la bouillie bordelaise était intéressante. L'acide sulfurique, le même chemin. Donc, dans les années 1920-1930, on est arrivé à utiliser des quantités phénoménales de produits chimiques et qui étaient rarement inférieures à 300 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est à 64-65 000. Plus de 300 000 tonnes par an de produits pas forcément très sympathiques. Ça concernait d'abord au premier chef la vigne, les vergers, la pomme de terre, les céréales à paille. Et les premiers produits de synthèse ne sont apparus qu'à partir de 1944. Alors ces produits sont venus souvent en substitution des produits minéraux anciens qui occupaient le terrain, c'est-à-dire les phytohormones de synthèse, par exemple, le 2,4-D, MCPA, ont remplacé l'acide sulfurique. Les organophosphorés, qui étaient des produits assez agressifs, ont remplacé l'arsenic, etc., etc. Et les moyens biologiques qui n'avaient pas encore décollé ont vraiment commencé à décoller à cette époque-là, mais beaucoup plus lentement et de manière beaucoup plus ponctuelle. Donc aujourd'hui, tout cela avance de front et nous avons un cadre philosophique, si j'ose dire, qui est commun à la majorité des gens qui se préoccupent du sujet. C'est la protection intégrée qui prend forme dans les vergers européennes dans les années 70
et qui aujourd'hui fait partie de la réglementation européenne que nos agriculteurs sont chargés d'utiliser. Donc, protection intégrée qui prévoit l'utilisation raisonnée de l'ensemble de la palette des moyens disponibles, qu'ils soient agronomiques, physiques, biologiques ou chimiques. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était une simple introduction à un sujet où l'on parlera d'avenir. Je voulais vous parler du passé. J'espère avoir été suffisamment rapide et je l'espère assez clair. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors là, pour le temps, c'est parfait. Donc, peut-être qu'il y aura des gens. J'ai quelques questions là, donc je vais les poser. Juste, je voulais dire que c'était vraiment, et sans flagornerie, un exposé tout à fait passionnant, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, qui nous a appris ou rappelé un certain nombre de choses, et notamment le fait que l'homme, de tout temps, a essayé de protéger sa nourriture, en fait, de protéger ses cultures. Alors, quelquefois, on voit quand on arrive au 19e et au 20e siècle, il l'a fait avec des produits qui étaient sans doute efficaces, mais pas forcément très protecteurs de l'utilisateur. Et puis, il l'a fait aussi tout au début avec des incantations diverses. Donc, voilà, on a bien là une évolution je dirais, de la pensée humaine et de l'activité agricole au cours du temps. Alors, je vais poser les questions. Elles sont de différents types. Alors, je vais poser la question de Jean-Luc Reignard qui réagit au tout début de l'exposé en disant ben oui, les animaux ont détruisé les cultures, donc les gens avaient besoin de se protéger de ça. Et alors il ajoute, ben évidemment, et aujourd'hui c'est pareil, ou c'est peut-être pas autant, mais le gibier, le chevreuil, les lapins, les lièvres, les sangliers en zone rurale et même en zone périurbaine sont des, je vais dire des pestes, c'est pas lui qui l'a dit, mais sont créent des dégâts majeurs dans les cultures. Et donc, le problème du gibier, je ne vais pas dire qu'il reste, du gibier ou des animaux, reste entier, même si ce n'est pas les mêmes, et qui sont concernés. Alors, pour rester toujours dans les animaux, Monsieur Termoz nous dit, mais est-ce qu'avant le chat, les gens n'ont pas utilisé contre les rongeurs, les furets, par exemple. Jean-Louis, est-ce que vous avez une réponse à apporter à cette question? Oui, j'ai une réponse. C'est une réponse un peu bébête, mais elle est basée simplement sur des chiffres. C'est-à-dire le plus ancien témoignage que nous avons de la présence du chat aux côtés de l'homme, on l'a mise en évidence à Chypre, où l'on a découvert, et c'est l'équipe de Vigne qui a découvert ça, on a découvert que certaines personnes étaient enterrées avec leurs chats. Et ces gens qui étaient enterrés là vivaient à Chypre 7000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire on était à une époque où dans ces régions-là, on était encore au régime des chasseurs-cueilleurs. Donc l'analyse qui a été faite de ces squelettes de chats découverts dans des tombes humaines était qu'on aimait bien ces animaux parce que l'on soit pas encore agriculteur, c'est-à-dire chasseur-cueilleur, on n'en faisait pas moins des collectes de graines, des collectes de denrées végétales que l'on mettait en réserve pour l'hiver et que l'on espérait soustraire aux dégâts des rongeurs. Donc le chat a dû être utilisé par l'homme pour protéger ses réserves à une époque où l'agriculture n'existait pas encore dans nos régions. Donc des espèces comme le furet n'ont pu être utilisées historiquement qu'après le chat, puisque tout cela a suivi le développement de l'agriculture. Et que le blé nous est arrivé, comme vous le savez, du Moyen-Orient. Donc, merci Jean-Louis. Alors, maintenant, je vous cite, c'est toujours M. Termoz qui nous donne cette indication. Alors, je vous la mentionne parce que c'est très amusant. Je suppose peut-être à tort, je ne sais pas, que ça relève des incantations, mais peut-être pas, peut-être que quelqu'un pourra nous donner une réponse. Il nous dit, à l'heure actuelle, des arboriculteurs du Berry accrochent encore des cheveux de femmes dans les vergers pour éloigner les lièvres.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une expérience scientifique du sujet ou si ça relève encore d'un certain nombre de croyances, pourquoi pas. Après, on ne sait pas, il ne nous dit pas où les cheveux sont accrochés, si c'est au sol ou dans le milieu de l'arbre. Si c'est dans le milieu de l'arbre, j'ai un doute, mais peut-être qu'au sol, ça a un petit effet perturbant. Non, non, je pense que c'est une recette misogyne, mais que on retrouve des choses comme cela chez les Romains, par exemple. Il était commun de suspendre dans les vergers ou dans les vignes des petites images du dieu dont on dirigeait le regard vers la zone qu'on voulait protéger. Donc, on mettait souvent de petites médailles, de petites représentations en argile que l'on suspendait dans la végétation pour que sous le regard du dieu, la culture soit respectée par les ennemis, les ravageurs, globalement. Donc, je pense que c'est des recettes du même style, mais si vous vous penchez sur des ouvrages très anciens, comme les géoponiques, donc c'est des ouvrages byzantins qui ont été écrits 500, 600 ans après Jésus-Christ, vous trouvez des recettes à page entière de ce style-là, qu'aujourd'hui nous tenons pour des superstitions, mais en lesquelles les gens croyaient à cette époque-là. Et nous savons qu'au XVIIIe siècle, il y avait encore des vestiges de ce genre de croyances. Donc, on dit souvent que le Berry est un pays de sorciers. C'est peut-être normal que l'on trouve ce genre de recettes, mais je ne connaissais pas les cheveux de femme. Je connaissais des peaux d'animaux, oui, des cheveux de femme, non. Bon, je ne sais pas si un pépiniériste pourrait nous apporter son expérience, mais de ce que je sais, les pépinières sont bien gênées avec les lièvres et ce que j'ai vu, semble-t-il, de plus efficace, même si ce n'est pas très sympathique, c'est quand même la petite clôture électrique à hauteur de la on réhabilite actuellement dans le cadre des nouvelles techniques de protection des plantes, dites alternatives, un certain nombre de recettes anciennes. Alors, j'espère, puisque ces recettes commencent à apparaître, je ne sais pas, on a homologué par exemple officiellement la graisse de mouton récemment. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis qu'il faudrait quand même faire un peu d'expérimentation là-dessus parce qu'on s'en sert comme répulsif pour les cervidés. Et je pense que ça a sûrement un effet. Et la graisse étant peu susceptible d'être éliminée rapidement par l'eau de pluie, ça peut avoir un intérêt. Mais ces recettes anciennes, je pense que les reproduire en termes de conseils, s'il n'y a pas eu d'expérimentation derrière, à notre époque, ce n'est pas très sérieux. Par contre, il se peut qu'on retrouve, grâce à l'expérimentation, un certain nombre de recettes anciennes qui ont une véritable valeur. Et le tout, c'est d'être capable de les étalonner. Alors, je vois que la quantité de questions commence à augmenter beaucoup et j'en ai une ici que je voudrais poser parce qu'elle me paraît intéressante, il faut que je la retrouve. Voilà, c'est toujours M. Thermos qui demande « À quel moment a-t-on pris conscience du risque et de la nécessité donc, de prendre des mesures pour éviter le transport d'organismes nuisibles lors des échanges de matériel de multiplication ?» Écoutez, j'ai ce renseignement parmi mes nombreux ouvrages. Au niveau du matériel de multiplication, je ne saurais pas dire. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que lorsque on a introduit le puceron lanigère des Amériques vers l'Europe, ça a été une querelle byzantine entre les autorités britanniques et françaises aux alentours de 1810, qui s'accusaient mutuellement d'avoir introduit ce ravageur-là. Ensuite, les choses ont commencé à bouger à partir du moment où on a pu identifier les maladies comme étant principalement causées par des champignons. C'est-à-dire, lorsqu'on a introduit le mildiou de la pomme de terre, 1846, personne ne croyait que des champignons soient capables d'attaquer les végétaux. L'oïdium de la vigne, qui est arrivé tout de suite après, a bousculé un petit peu les choses, mais il y a encore des autorités nationales qui, dans les années 1870, déniaient au milieu de la pomme de terre toute existence cryptogamique. On croyait que c'était le climat qui faisait les dégâts. Alors, les choses, je ne saurais pas vous donner une année, mais elles se sont nouées très précisément par l'intermédiaire de 2 Américains et un Français
C'est-à-dire, il y a eu aux États-Unis, à l'USDA, un entomologiste qui s'appelait Riley et qui a eu comme successeur un nommé Howard. Et les relations qu'ont entretenues ces messieurs avec un certain nombre de savants français ont permis de créer un consensus autour de l'importance qu'il y avait à réguler les échanges sous un angle strictement pathologique. Auparavant, tout était libre, on échangeait comme on voulait, on ne se posait pas de questions. À partir du moment où les gens ont commencé à prendre conscience du fait que les maladies, ça existait, donc ça c'est très récent, c'est 1875, hein, c'est juste après la fin du règne de Napoléon III. On se dit, ben, il faut faire quelque chose. Et petit à petit, des textes se sont mis au point, ont été échangés entre autorités nationales, et finalement, je cherche la date, le premier document écrit, consensuel, entre une dizaine de pays, a été autour du phylloxéra. C'est le phylloxéra qui faisait crever les vignes, et à partir de là, tout s'est construit, on est allé bien au-delà. Donc, disons que 1890 me paraît une bonne époque pour répondre à la question. Mais 4 années avant, 4 années après, c'est l'ordre de grandeur. Je crois que je vais retenir encore 2 questions, Jean-Louis, parce qu'il y en a beaucoup. Là, il y en a une de M. Alberto qui nous demande, et puis il y en a d'autres hein, dans le même sens. Bon, actuellement, on parle beaucoup de faire des associations de culture pour lutter contre les insectes, les maladies, etc. Et la question, c'est est-ce que dans l'histoire, il y a eu déjà des expériences de ce type ou des informations de ce type sur ces aspects d'association de culture? Oui, oui. Vous citez 2 exemples. Les Grecs et les Romains raisonnaient souvent le comportement des cultures en termes d'antipathie ou d'affection. Donc on disait, ben dans les vignes, par exemple, il ne faut pas mettre du chou entre les rangs de vignes, si vous plantez un rang encore, mais il ne faut pas mettre de chou, parce que le chou est antipathique vis-à-vis de la vigne. On disait aussi qu'un certain nombre de plantes aromatiques qui étaient plantées à l'intérieur des cultures étaient des insectes. Alors cela est parfois vrai. Cela dit, on ne peut pas généraliser le mélange d'espèces comme étant la solution. Cela dit, c'est quand même une voie de recherche fort intéressante et on peut remarquer aussi que c'était des choses qui étaient pratiquées en Amérique du Sud avant l'arrivée des Européens. Donc on cultivait volontiers le maïs avec des haricots. Et cela avait des aspects complémentaires qui n'étaient pas toujours liés d'ailleurs à la protection des cultures, mais qui étaient plutôt liés à des phénomènes de fertilité, d'alimentation végétale. Mais si vous voulez, on trouve des traces de ces associations bénéfiques ou maléfiques, je vous dis, dans les écrits des Grecs et des Romains, déjà, chez Théophraste, chez Pline, on trouve ce genre de choses. Mais encore une fois, notre époque a le mérite de revisiter ces choses-là, et j'espère qu'on pourra en tirer des enseignements sympathiques. Alors justement, pour terminer dans ce sens-là, Madame de Bellem nous dit, est-ce qu'il y a un ouvrage ou est-ce que vous-même, Jean-Louis, avez écrit des sortes de recettes de lutte historique, je veux dire, de lutte pour protéger, de lutte contre les parasites et les pathogènes sortis des sources historiques. Voilà. Est-ce que ça existe? Oui, oui, bien sûr, ça des existe. Synthèses, hein, je parle d'une synthèse. Y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de véritable synthèse. Si vous vous intéressez à ce genre de sujet, je vous encouragerais forcément à lire un livre de Pouget, c'est l'histoire du phylloxéra. Parce qu'à l'époque de l'histoire de phylloxéra, le gouvernement français et tous les gouvernements européens étaient tellement dépassés qu'on est souvent parti dans des systèmes de primes. C'est-à-dire le gouvernement français a proposé à tous les inventeurs qui avaient une recette efficace contre le phylloxéra, je crois que c'était 3000 francs or, c'est une somme assez considérable, en disant si votre méthode se révèle efficace et supérieure à tout ce qu'on peut imaginer par ailleurs, vous toucherez cette somme-là.
dans la Somme, n'a jamais été distribué. Par contre, ça a généré une créativité extraordinaire et je crois qu'il y a près de 3000 recettes qui ont été proposées pour lutter contre le phylloxéra. Alors, lorsque vous voyez dans le livre de Pouget, qui ne cite pas les 3000 et quelques recettes, mais qui en cite quand même à peu près 200, vous voyez jusqu'où peut aller l'imagination humaine, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, tant que ces choses-là ne sont pas sanctifiées, si j'ose dire, par une expérimentation qui montre que ça a un intérêt, ça reste souvent des élucubrations. Hein. L'histoire du phylloxéra est typique à ce niveau-là. Mais si cette dame veut des infos, je lui fournirai quelques adresses de livres, mais il n'y a pas de quelque chose d'exhaustif, je ne connais pas. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors donc je voulais ajouter que les questions qui ont été posées, normalement notre animateur du séminaire est censé les récupérer. Donc ensuite, je ne sais pas ce qu'il en fait, mais en tout cas, il y en aura une liste exhaustive. Je les transmets, les questions. Je vous les retransmettrai à la fin du webinaire et vous aurez une liste de questions. Bien, merci beaucoup. Merci Aristide. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième exposé. Alors, ce deuxième exposé, il est fait par Yvan Sache. Yvan Sache est professeur à AgroParisTech, professeur de phytopathologie. Son expérience est surtout une expérience d'épidémiologie, mais en tant que professeur, bien sûr, il s'intéresse à toute la phytopathologie et surtout, j'aime beaucoup son humour, n'est-ce pas? Vous voyez le titre qui s'affiche ici. Donc, il va nous parler de la diversité et des modes d'action des agents pathogènes qu'il a baptisé la petite boutique des horreurs. Donc, Yvan, vous avez la parole. Yvan a disparu, peut-être? Aristide, vous pouvez faire quelque chose pour nous, là? Là, je suis en train d'essayer de lui activer le micro. Il faudrait que... C'est bon, non? Vous m'entendez toujours pas? C'est bon, on vous entend, Yvan. Désolé, c'est moi qui fais des... Il n'y a pas de souci. C'est moi qui fais des bêtises. Donc, merci beaucoup. C'est difficile de parler maintenant après Jean-Louis Bernard. On a parlé de choses historiques, culturelles, donc qui sont des activités essentielles en ce moment. Donc là, on va retomber sur des choses plus terre à terre avec des parasites qui mangent les plantes. Donc merci à tous d'être là. Merci à toutes les personnes qui ont fait que cette chose ait pu avoir lieu, parce que c'est très compliqué en ce moment, je le vis tous les jours. Donc, merci à tous les auditeurs. Donc là, j'ai vu qu'on a un auditoire international, transgénérationnel. Ça fait plaisir de voir beaucoup de noms que je connais, d'autres que je ne connais pas, des personnes que j'ai connues, des anciens enseignants, des enseignants actuels, des collègues, même des anciens étudiants. Bonjour Sidonie. Donc je vais vous parler de diversité et mode d'action des agents pathogènes. C'était la commande. Alors pourquoi la petite boutique des horreurs? Parce que c'est vraiment... c'est assez gore, c'est assez sanguinaire comme sujet, même si, contrairement à la plante carnivore là, qui s'appelait Audrey, on ne parlera pas de plante carnivore, là, on parlera de parasites. Donc, c'est une vieille histoire, donc je ne vais pas remonter à l'Antiquité comme M. Bernard, parce que je suis allé moins dans les sources, même si parasite, c'est un terme très ancien, je préfère la définition. Le parasite prend et ne donne rien. Des mots, des bruits, du vent, l'hôte donne et ne reçoit rien. Donc, abus avant l'usage et vol avant l'échange, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une relation qui est pas du tout équilibrée. Donc, on a quand même le droit de sourire en ce moment. Les grands enfants que nous sommes, de 7 à 77 ans et plus, vous connaissez tous Séraphin Lampion, le parasite type inventé par Hergé dans les aventures de Tintin, qui envahit l'univers du château de Moulinsart régulièrement avec toute sa petite famille. Donc, parasite et épidémie, je vais replacer ça dans un cadre épidémiologique quand même. Donc, pour qu'il y ait une épidémie, il faut une population pathogène, il faut un peuplement hôte, et il faut un environnement qui soit favorable quand tout ça va bien, si je puis dire. Quand l'hôte pousse bien, quand le pathogène est là et quand l'environnement est favorable, peut se déclencher une épidémie qui est soumise à un certain nombre d'actions anthropiques. M. Bernard en a déjà évoqué plusieurs. On introduit malencontreusement des parasites, on agit sur les pratiques culturelles, on agit sur l'environnement. Actuellement, on provoque quand même un changement global d'environnement. Et une fois qu'on a fait des bêtises qu'on a introduites, on essaie d'atténuer et pas d'éradiquer la maladie. Donc dans ce cas, je vais vous parler de la diversité et de la spécificité des parasites. On va voir, c'est un monde très très vaste qui complique beaucoup la gestion.
La nuisibilité, donc qu'est-ce qu'ils font ces parasites en fait? Le parasite humain, il vient manger chez vous. Là, c'est plutôt le parasite végétal, il vous mange directement. Les outils, donc la question, je vais m'arrêter à l'entrée, juste l'entrée, comment fait un champignon, comment fait un virus pour entrer dans une plante, dans un gros arbre, on peut dire un tout petit être comme ça qui arrive à pénétrer, quels sont les outils utilisés. Donc je vais rester du côté pathologique, donc je ne vais pas parler de résistance, de reconnaissance, ça sera traité par d'autres orateurs dans d'autres séances. Donc on va considérer pour le moment tout ce qui se passe pour entrer avant d'être reconnu et éventuellement avant d'être liquidé par les défenses mises en place par la plante. Et puis on reviendra quand même à la partie environnement, les conditions du parasitisme, comment tout ça est modulé par l'environnement. Donc diversité et spécificité des parasites, donc interaction entre des populations pathogènes, des peuplements hôtes. Donc la relation trophique en fait qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Donc traditionnellement, on va classer les parasites en biotrophes, donc qui se nourrissent de tissus vivants et qui ne peuvent se nourrir que de tissus vivants, donc ils n'ont pas intérêt à détruire leur hôte. Et on va les opposer à des nécrotrophes qui, eux, se nourrissent de tissus morts. Alors, ce ne sont pas des saprotrophes, comme les champignons de nos forêts, de nos bois qui se développent sur la matière organique, parce que le tissu mort, il commence par le tuer. Donc, ce sont bien des nécrotrophes. Et puis, depuis quelques années, quand même, on se rend compte que dans certaines interactions, le tissu mort, il faut d'abord avoir une interaction biotrophe, il faut d'abord s'installer très transitoirement dans le tissu vivant avant de le tuer. Donc, c'est les parasites qu'on va appeler hélibiotrophes. Donc, ces classifications sont changeantes. On va rester quand même dans la simple opposition, on va être un peu manichéen, biotrophes et nécrotrophes. Alors les biotrophes, traditionnellement, les exemples, c'est les rouilles et les oïdiums, donc je vais prendre des parasites que je connais bien, les rouilles du blé. Alors c'est à la fois simple et compliqué, parce que c'est des espèces qui sont bien définies, bien connues, assez faciles à identifier. Donc là, vous avez les 3 rouilles du blé, donc c'est 3 espèces différentes, qui ont des symptômes très différents, c'est facile à reconnaître, ne serait-ce que par la couleur des spores, donc rouille noire, rouille brune, rouille jaune, qui ont des noms différents, sont des espèces différentes. Donc là, on a une forte spécificité. Si on essaie de croiser les spores entre elles, à supposer qu'on y arrive, on n'y arrivera jamais. Ce sont bien des espèces différentes qui ne sont pas interfertiles. Vous avez un peu de latin, là, vous avez du FSP en forme spéciale. C'est quelque chose qui rajoute à la complexité. Donc, ça correspond au fait que vous pouvez avoir des parasites qui sont totalement indistinguables, indiscernables du point de vue morphologique, et qu'on ne va pouvoir distinguer que par leur gamme d'hôtes. Donc là, la rouille noire du blé, Minis FSP triticus, si vous utilisez des spores de blé, vous les mettez sur l'orge, ça ne marchera pas. Sur l'orge, c'est la forme spéciale, ordéi, dont les spores sont absolument indistinguables et les symptômes également. Donc là, on a ce niveau de spécificité très, très étroit. Alors, il peut y être un peu moins, même au niveau de l'espèce. Donc, si je prends la rouille brune du blé, vous allez aussi trouver de la rouille brune sur l'orge, vous allez aussi trouver de la rouille brune sur le seigle. Là, ce sont des espèces différentes. Donc, vous prenez les spores qui sont présentés au milieu de l'orge, vous les mettez sur une feuille de seigle, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas infecter, parce que ce sont des hôtes différents. Vous allez retrouver toutes ces taches là, qui se ressemblent toutes, là, ces petites pustules brunes, sur tout un ensemble de graminées sauvages que vous allez trouver dans les bordures de champs. Ce n'est pas la peine de les éliminer, de les désherber, il n'y a aucun risque qu'elles attaquent le blé cultivé, vu que ce sont des espèces complètement différentes. Donc là, c'est très perturbant pour la préconisation, parce qu'a priori, ça se ressemble tout, alors que c'est très, très différent. Donc on a des relations très, très spécifiques et pas toujours faciles à élaborer. Alors l'opposé, c'est la nécrotrophie. Donc là, je vais prendre l'exemple de Botrytis cinerea, le parasite qui mange tout. Donc on a une très belle planche d'Anne-Sophie Volker. J'ai vu qu'elle était dans l'auditoire, on ne s'est pas concerté avant. Hein. Ce n'est pas pour lui faire plaisir, j'espère que ça lui fera. Elle pourra vous dédicacer la planche à la sortie éventuellement. Donc le Botrytis, elle me corrigera de toutes les bêtises que je vais pouvoir dire. Ça mange à peu près tout, le Botrytis cinerea. Il y a plus de 300, 400, 500 hôtes. Et là, vous voyez ce qu'il fait à des tomates cerises, à des mûres, à des grains de raisin. Donc, bien sûr, on a déjà parlé de la pourriture grise, mais aussi à du pélargonium, voire à des cyclamènes. Et ça peut aussi attaquer du fraisier, de l'hortensia, c'est toujours la même espèce. La ligne du bas, vous avez les aspects mycologiques, là aussi, c'est très joli, c'est très visuel. Pour les plantes, ça l'est évidemment beaucoup moins. Donc, le Botrytis cinerea, a priori, c'est le polyphage qui mange tout sans discernement. Et puis quand même, le Botrytis est un peu coquin, puisque vous avez des espèces cryptiques, donc là c'est encore Anne-Sophie, vous avez un Botrytis pseudo-cinerea, donc sur la planche de gauche, il n'y a aucune différenciation morphologique, donc Anne-Sophie et son groupe, c'est pas faute d'avoir essayé de trouver quelque chose, les spores se ressemblent, les symptômes se ressemblent, la différenciation et les génétiques sur les arbres génétiques sur les arbres phylogénétiques que vous voyez sur la partie de droite, il y a manifestement 2 groupes différents, donc on a 2
espèces différentes, parce que là aussi, les tentatives de croisement ne fonctionnent pas, ce n'est pas interfertile. Donc, ce sont deux espèces qui sont là présentes pas toujours au même moment sur la vigne, qui ne font pas toujours les mêmes dégâts. Donc là, on peut entrer dans des choses très compliquées qui font que cette idée de nécrotrophe, qui a priori une espèce mange tout, des fois c'est un peu plus élaboré que ça. Et puis évidemment, la pourriture grise, il y a cet aspect aussi, des fois elle est grise, des fois elle est noble. Donc, des études qui montrent que quand vous prélevez des isolats de botrytis, donc vous les prélevez en Alsace, ils sont tout noirs, donc ils ont tous la même structure génétique. Vous les prélevez dans la vallée de la Loire, ils ont une autre structure génétique. Et vous les prélevez dans le Bordelais, ils ont encore une autre structure génétique, indépendamment des dégâts qu'ils causent, que ce soit de la pourriture grise ou de la pourriture noble. Donc, quand est-ce que le botrytis est gentil? Quand est-ce qu'il est méchant? Manifestement, on ne sait toujours pas. Donc c'est la seule différenciation. Au fil de ces résultats, ça semble être le terroir. Tout ce qu'on n'arrive pas à bien définir, qui plaît si peu aux Américains, c'est peut-être le botrytis qui va nous aider à le définir, en fait, de dire que cette pourriture noble qu'on aime tant, qui nous rapporte tant d'argent, c'est pas forcément lié à des structures parasitaires, des spécificités particulières. Donc, c'est qu'un aperçu de la grande diversité des parasites. Donc, pour la nuisibilité, maintenant, donc là, la population pathogène, quand elle s'attaque à un autre, qu'est-ce que ça va faire en termes de dégâts, de dommages, donc en termes d'écophysiologie? Donc, à la fin, oui, on a des plantes mortes, on a des rendements perdus, on a la qualité qui est perdue parce que c'est taché. Donc, qu'est-ce que ça fait physiologiquement? Donc là, c'est vraiment la petite boutique aux horreurs, là, c'est la planche de présentation qu'on peut utiliser pour des étudiants. Donc les champignons, ça peut être très très grave. La fonte de semis, c'est ce qui arrive dans vos jardins quand vous avez des pythium, des parasites du sol. Très vite, vous n'avez plus de semis. Donc là, c'est carrément destruction du peuplement. La défoliation, a priori, on peut dire c'est moins grave. Un champignon, il fait tomber des feuilles. Bon. L'arbre, il va s'en remettre, il va en remettre la saison suivante, et au bout de quelques saisons, vous avez un EVA vivant qui va devenir un EVA mort, simplement parce qu'il n'y a plus de photosynthèse possible, donc il n'y a plus d'assimilats. Et puis, vous avez les atteintes vasculaires, avec un solaire, normalement, excusez-moi. Donc, l'atteinte vasculaire, c'est typiquement les parasites de type chancre du platane, qui va arriver à entrer dans l'arbre et qui va progressivement envahir les vaisseaux du xylème, et donc provoquer une perte de vigueur et finalement empêcher la circulation des éléments nutritifs, donc rapidement, dessèchement et mort de l'arbre. D'autres parasites sont moins méchants, si on peut dire, donc tout ce qui relève le rouille, mildiou de la pomme de terre, mildiou de la vigne, finissent par tuer la plante quand le développement de la maladie est trop important, mais la principale activité, c'est réduire la photosynthèse, donc en recouvrant la feuille, donc en limitant la surface d'accès aux rayons solaires. C'est détourner les assimilats, donc là, c'est le parasite qui vient manger chez vous et qui vous mange. Donc la rouille mange le blé, elle se nourrit, c'est un eutrophe, je rappelle, ne peut pas vivre d'autre chose que des ressources qu'elle prélève dans le blé, donc tout ce qu'elle prélève sur la feuille, ça ne passera pas dans le grain, et à la fin, vous vous retrouvez avec le peuplement qui est sur la photo de gauche, là, vous pouvez avoir des grains, mais ils sont vides. Donc, vous n'avez plus de rendement. Ou alors, directement, consommation de biomasse, c'est ce qui arrive à notre tubercule de pommes de terre de l'autre côté. Donc, on a un tableau clinique qui est très variable. Je parlais quand même un peu, pas que de mes champignons. Chez les bactéries, vous avez toutes ces taches foliaires bien graisseuses, ces pourritures molles avec putréfaction, macération, qui font que là aussi, il y a consommation, il y a destruction de tissus. On a aussi des attaques vasculaires. Le célèbre, c'est notre xylella qui nous embête beaucoup, et des pourritures définitives, vasculaires aussi, rastonia, pourriture. Donc c'est un mode d'action qui est un peu différent, mais à la fin, le résultat va être... Les virus, c'est comme chez nous, c'est très particulier comme mode d'action, ça détourne la machinerie cellulaire, ça fait des choses très bizarres, donc tous ces symptômes auxquels on donne des jolis noms, parce qu'on a sans doute un peu de mal à les caractériser, donc des mosaïques, des chloroses, des décolorations, des déformations. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, bon, la rhizomanie de la betterave, le charca des prunus, la tristezza, qui porte bien son nom en portugais brésilien, donc mort subite des agrumes, ça va très très vite aussi. Et puis tout ce que vous avez dans vos jardins, les mosaïques de concombres, de courgettes, donc tous ces virus qui font... En plus, les virus, malheureusement, comme chez nous actuellement, il n'y a pas de traitement, aucun, pour les virus de plantes. Donc une fois que vos plantes sont affectées, c'est un peu fini pour elles. C'est aussi des affections qui touchent beaucoup en horticulture, en maraîchage, des plantes pour lesquelles on a des exigences de qualité qui font qu'on ne tolère pas la moindre tache, la moindre zébrure, et que très vite, la plante est perdue, même si physiologiquement, elle peut être encore considérée comme en bonne santé. Donc voilà pour un tableau de tout ce que peuvent faire. Il y a encore beaucoup plus de choses à dire sur la question. Certaines espèces peuvent faire plusieurs choses en même temps. Donc les plantes sont... on va dire,
le combat est très défavorable. Les plantes ne sont pas très armées par rapport à cet ensemble de parasites, surtout qu'il peut y en avoir plusieurs en même temps aussi, il peut y avoir des cortèges. Alors maintenant, les outils des parasites, comment on fait pour entrer dans une population pathogène, pour rentrer dans l'hôte? Comment des organismes si petits font pour rentrer dans leur hôte? La première solution, c'est d'entrer en bonne compagnie, donc c'est de se faire transporter donc, par un vecteur qui va assurer à la fois la dissémination et l'entrée dans la plante. Là, vous savez, si je puis dire, vous avez le transport et vous avez le couvert, donc des exemples bien connus, la graphiose de l'orme, donc qui a pratiquement éliminé les ormes européens, qui fait beaucoup de dégâts aussi sur le continent américain. Donc vous avez un champignon microscopique qui est véhiculé par un petit scolite qui creuse des galeries dans l'orme. Donc une fois que la galerie est creusée, ça fait une pouponnière à spores pour le champignon, qui va pouvoir très facilement entrer par les galeries, par les dégâts que fait l'insecte, va finir par rentrer par les vaisseaux, et va provoquer donc cette maladie vasculaire qui va entraîner la mort de l'arbre. Une fois qu'il est dedans, mais il n'a presque plus besoin d'en sortir, puisqu'il peut aussi passer d'individu à individu par les anastomoses racinaires des ormes d'alignement. Donc ça explique aussi cette contamination très rapide. Ensuite, il peut ressortir, le scolite repart, il va se promener ailleurs, il va aussi véhiculer des spores. Alors les virus, contrairement à nous, les plantes ne toussent pas. Donc il faut trouver un moyen, quand on a un virus, de passer de plante à plante. Donc là, on a tous ces petits insectes, que ce soit des pucerons, des alérodes, des thrips, qui vont assurer la transmission du virus, donc en piquant, en se nourrissant et en régurgitant des liquides contenant des particules virales dans la plante voisine. Ça fonctionne aussi avec les bactéries, donc je reviens à notre fameuse xylella, maladie de Pierce et d'autres choses, pour lesquelles on a beaucoup d'insectes suspects, dont le si gentil Cercope des prés, qui manifestement est très impliqué dans la contamination de plante à plante par ces bactéries. Donc là, vous entrez en bonne compagnie. Vous pouvez aussi entrer par effraction. Donc là, on va faire un trou, on va passer à travers. Donc là, c'est des études de la fin du XXe siècle. À l'époque, c'était vraiment, on n'y croyait pas. Donc là, vous avez une micrographie à gauche d'une feuille de riz qui est attaquée par l'agent apéricularis du riz. Donc vous avez le champignon en haut qui forme la pressoria, dans cette boule, cette espèce de structure dans laquelle il va concentrer des solutés, des tas de choses, et qui va exercer une pression énorme sur la cuticule. Donc vous avez à droite une vision plus didactique de cette chose. Vous avez la spore, le tube germinatif, et puis ce gros apressorium qui va faire le petit peg de pénétration. Donc c'est un crampon, c'est un piton, comme en alpinisme. Donc le but, c'est d'arriver à rentrer dans la cellule sans tout faire éclater, de façon à ne pas en mettre partout, à avoir encore à manger. Et donc les éléphants, parce qu'à l'époque, la première étude avait été très bien médiatisée en disant que la pression exercée par la pressoria, c'était l'équivalent de toutes ces pattes d'éléphants adultes. Évidemment, il faut remettre ça dans le contexte, c'est par rapport à des surfaces toutes petites. Il peut y avoir aussi, en plus, émission d'enzymes cellulolytiques qui vont faciliter le travail pour les fracteurs. Donc là, je passe à travers la cuticule. Dans le cas des rouilles, on entre sans effraction. Donc les rouilles, comme disait M. Rapilly, pour plein de raisons, c'est un peu l'aristocratie des champignons, ça a plein de formes de spores, ça a des cycles compliqués, plusieurs autres. Donc la spore de rouille, le tube germinatif, forme aussi un apressorium qui va rentrer par le stomate. Donc là aussi, c'est pas toujours bien connu du grand public. Les plantes ne sont pas complètement cuirassées, les cuticules ne sont pas complètement étanches, parce qu'il faut bien respirer, il faut bien qu'il y ait des échanges gazeux. Donc par ces ouvertures naturelles, la question qui se pose, qui s'est posée longtemps, c'est le tube germinatif, qui n'a pas une durée de vie éternelle, comment il fait pour trouver le stomate? Donc ça a aussi été résolu à la fin des années 80. En bas à droite, vous avez une micrographie d'un stomate avec ses cellules de garde, donc ce qui est marqué G, là, ça fait une petite colline, un petit relief. Et ce qu'ont montré les auteurs de cette étude, à partir de membranes artificielles, donc en silicone ou d'autres matériaux artificiels, on reproduit à peu près on reproduit même bien, au dixième de micron près cette structure. Donc en haut, on a quelque chose qui a les mêmes dimensions que la vraie cellule de garde, et on voit les spores qui font des apressoriums, des grosses bulles. On a ces grosses boules qui vont se percher sur le réseau de pseudocellules. Alors qu'en bas à gauche, là, on a un réseau aussi avec une maille beaucoup plus épaisse. Et là, la spore ne reconnaît pas, c'est trop épais pour elle, elle est perdue. Donc on voit le tube germinatif qui part un peu dans tous les sens et qui ne va pas réussir à infecter. Donc là, on a une interaction très très spécifique qui permet à la bonne spore de la bonne espèce de reconnaître le bon stomate de la bonne espèce haute. Donc, si vous mettez une spore de rouille de blé sur du haricot, elle va avoir du mal à trouver le stomate. Alors que la rouille du haricot le trouve pratiquement à tous les coups. Et puis, vous avez entré par abus de faiblesse. Donc là, c'est le grand classique. On va prendre quelque chose qui occupe beaucoup de gens en ce moment, le champ coloré du platane. Donc là aussi, vous avez l'engin, le vecteur de transmission et le vecteur d'entrée.
tous les jardiniers, tous les sylviculteurs savent qu'il faut désinfecter les outils, faire attention quand on taille, protéger les plaies, parce que dès qu'on a le moindre trou, ça fait une plaie, une possibilité d'entrée. Donc, dans le cas du champ, du platane, vu les endroits divers et variés, donc les engins de terrassement, les outils d'élagage, les bateaux du canal du Midi, les vélos, les gens qui font des gravures sur les arbres avec des couteaux, donc tout ça permet de contaminer. Ça marche aussi dans le sol, hélas, donc les morceaux de bois contaminés qui restent dans le sol, et après on a un engin d'enfouissement qui passe dessus, on mélange tout, et au passage on sclarifie les racines, ça permet aussi d'entrer. Bon, la biologie de ce parasite, elle n'est pas entièrement connue pour l'instant, mais il semble quand même qu'il n'est pas capable d'entrer tout seul. Donc là, on l'aide bien en faisant des trous. Donc pendant longtemps, on a pu stigmatiser aussi tous ces professionnels en disant ils ne font pas assez attention, quand même, ils ne sont pas assez prudents. Tout ce qui est écrit là, maintenant, pour nous, les humains, ça s'appelle geste barrière, et on se rend compte à quel point c'est difficile de pratiquer. De dire, les jardiniers, dès qu'ils changent de serre, il faut qu'ils changent de botte, il faut qu'ils changent de sécateur, et c'est d'ailleurs, il faut qu'ils changent de tout. C'est facile à dire, ah, il a disparu, mais pas forcément facile à faire. Donc le parasitisme maintenant, donc les conditions. Donc on va rajouter l'environnement. Donc par rapport au peuplement hôte, donc là, pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il y ait une succession de cycles. Donc là, vous avez une représentation vous avez le cycle élémentaire, donc à gauche, d'une spore de rouille qui pénètre, qui entre dans la feuille et qui va reproduire des spores au bout d'un certain temps, qui va les libérer, et vous allez avoir cette accumulation de cycles, de succession de cycles élémentaires. Donc plus il y en aura, plus ils seront rapides, évidemment, plus l'épidémie sera dramatique et plus le parasite gagnera la course par rapport à la croissance de la plante. Donc ça, c'est très conditionné par le microclimat. La spore, elle a besoin de chaleur, elle a besoin d'humidité, elle a besoin d'eau libre pour germer. La résistance de l'hôte va intervenir, même si j'en parle pas, peut limiter. Et puis, on sait, depuis quand même des travaux d'une certaine dizaine d'années, qu'on a l'architecture qui intervient aussi. Donc tout ça, ça devient extrêmement compliqué à comprendre. Donc c'est là qu'on va commencer à faire appel à de la modélisation, pour laquelle on va utiliser des travaux qui peuvent aller presque de la génomique à l'étude à grande échelle, et on va essayer, c'est sans doute un des enjeux à venir de l'épidémiologie, d'arriver à relier toutes ces échelles, tous ces processus qui interviennent à des échelles très différentes, et qu'on ne maîtrise encore pas tous, et qu'on ne pourra jamais tous maîtriser. Donc voilà à peu près pour ce panorama. Donc je voudrais terminer quand même en remerciant, donc en citant beaucoup de choses que j'ai évoquées, là, c'est issu de travaux de personnes que j'ai connues, que je connais. Il y en a encore plus, il y en a beaucoup plus dans le document écrit. Vous verrez, c'est des choses qui datent d'une trentaine, quarantaine d'années, qui ont été vraiment impulsées par des personnes qui étaient chacun à un bout du triangle. Là, certains disparus, certains encore parmi nous, heureusement. Donc France Rapilly, épidémiologiste, Bertrand Ney, écophysiologiste, qui nous ont quittés. Donc Bernard Etier, lui, qui a toujours œuvré pour qu'on s'intéresse aux effets de l'environnement, la biophysique sur les parasites. Ça s'est cristallisé à Grignon autour du groupe de Claude Pott, qui est aussi maintenant, depuis pas longtemps, qui est une jeune retraitée. Ça a essaimé, ça s'est fait dans beaucoup d'autres centres. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça continue. Donc là, je voudrais aussi mettre sur orbite nos deux collègues de Grignon, donc Alice Bruxelles et Tiffaine Vidal, qui vont assurer la succession, c'est presque 2 générations après, de ces travaux, donc de façon toujours plus intégrée, toujours plus disciplinaire, avec des talents avancés. Donc certes, elles sont jeunes, mais aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir convaincu. Merci Yvan pour ce panorama évidemment rapide de tout ce que les pathogènes peuvent faire subir à la plante, et surtout des façons très diverses dont ils vont s'introduire dans la plante. C'est absolument passionnant. Donc pour le moment, je n'ai pas beaucoup de questions, mais j'en ai quand même 2. Donc quelqu'un me demande, Madame de Bellem me demande, la fonte de SMI peut-elle être causée par d'autres facteurs que le pythium? Ah, c'est une bonne question. Je vous avoue que je n'en sais rien. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que c'est vraiment... Pour moi, fonte de SMI, c'est associé à pythium ou d'autres espèces. Bon, là, il faut être clair, notre connaissance de la biologie du sol, ça, pendant longtemps, on n'a pas compris grand-chose, notamment parce qu'on ne pouvait pas cultiver grand-chose des espèces qu'il y avait dedans. Donc là, maintenant qu'on fait de la métagénomique, qu'on s'intéresse au microbiome, on commence à se rendre compte que le sol en lui-même,
c'est un monde vivant, donc je sais pas si, je crois que non, si Claude de la Bouvette était parmi nous, il pourrait nous raconter ça, par rapport à la perception qu'il en avait, qui était déjà quand même très très avancée. Maintenant, on revoit notre perception, donc il y a sans doute d'autres choses. On se rend compte aussi que toutes ces espèces interagissent. Donc là, j'ai présenté les espèces comme séparées. Maintenant, on travaille sur des réseaux d'espèces. Dire que par commodité, ben, on séparait la fonte de SMI, de la rouille sur les parties supérieures, etc. Et que maintenant, en fait, il va falloir réviser tout ça. Donc là, on est aussi dans l'interaction, mais y compris dans l'interaction entre espèces. Donc la synergie, la compétition, l'augmentation, des choses qui jusque-là étaient souvent plutôt théoriques, plutôt abordées dans des modèles. Alors, Yvan, j'ai une réponse. Oui. J'ai aussi une réponse qui nous vient de Philippe Regnault, donc qui est membre du conseil scientifique de la SNHF, mais qui est le directeur à l'ANSES, qui nous dit que certains fusariums peuvent aussi provoquer des fontes de SMI. Oh bah, si Philippe le dit, c'est que c'est vrai. Mais il ajoute que les pythiums sont des champions. Oui, il me semblait quand même. Merci Philippe. Alors, après, j'ai une autre question là. Alors, attendez. Une question, quelqu'un, monsieur Oudou Soulet, demande entre les maladies biotiques et les maladies abiotiques, quelle catégorie fait le plus de dégâts sur les plantes? Alors, c'est encore un autre sujet très compliqué parce que l'évaluation des dégâts, c'est quelque chose qui n'est pas encore très, très précis. Ça a beaucoup progressé ces dernières années, notamment à cause de la grande variété d'organismes. Le problème des maladies abiotiques, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas bien les reconnaître, on ne les voit pas passer, donc il est souvent difficile d'attribuer un dégât à quelqu'un. On voit le résultat final, on voit des plantes mortes. Alors des fois, on arrive à identifier un organisme, tant mieux. Et puis des fois, on ne sait pas trop. Donc pendant longtemps, les choses aussi, il y a toutes ces choses qu'on ne savait pas identifier. On appelait ça les maladies d'étiologie inconnue, qui est une façon très très pudique de dire qu'on n'y comprenait rien en fait. Donc je ne saurais pas bien dire. Ça va être aussi, c'est aussi un des soucis par rapport à l'épidémiologie et à la pathologie, c'est très dépendant des conditions locales. On l'a vu là pour le botrytis, mais mal échelle. Oui. Donc une autre question de Madame de Maud Trajan, qui nous dit: on parle de plus en plus de consortiums de pathogènes. Oui. Comment les pathogènes s'associent-ils pour optimiser l'infestation de la plante? Je ne sais pas si on sait. Je ne saurais pas dire, parce que c'est des... on va dire, il y a 20 ans, on arrivait à faire quelques expériences de co-inoculation, de co-infection. On mettait 2 parasites en même temps, on les inoculait nous-mêmes. Donc évidemment, quand on inocule, ce n'est pas la vraie vie. Donc là, maintenant, je pense que par les outils de compréhension, de métagénomique, on commence à voir les processus qui sont mis en place, les gènes qui sont allumés, comme vous dites tous. Et j'ai envie de dire, j'espère que dans quelques années, on saura un peu mieux. Mais là, on a beaucoup de retard parce que pendant longtemps, on a ignoré cette question parce qu'on ne savait pas du tout comment l'aborder, au-delà du simple constat. Et comme les réponses arrivent toujours les unes après les autres, j'ai une nouvelle information concernant les fontes de SMI. Daniel Véchambre, qui est aussi membre du conseil scientifique de la SNHF et spécialiste des productions légumières, nous dit que Rhizoctonia solani peut aussi provoquer des fontes de SMI. Voilà, donc on a déjà pas mal de candidats pour les fontes de SMI. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Si certaines personnes ont encore un petit doute, n'hésitez pas. Ah, j'en ai qui ne sont pas posés au bon endroit, là, visiblement. Attendez. Non, c'était Daniel Véchambre qui a remis, en fait, qui avait fait une conversation durant le webinaire sur le Rhizoctonia solani. Donc, voilà, je pense qu'il cite aussi une publication qu'il faudra peut-être récupérer. Est-ce que j'ai d'autres éléments? Oui, attendez. Ah, alors il y a quelqu'un qui fait des remerciements à tout le monde, là. Donc, Madame Trappé qui nous dit « Merci beaucoup pour ces 2 conférences très intéressantes ». Et il y avait déjà des remerciements tout à l'heure pour Jean-Louis Bernard. Donc, là, je n'ai plus de questions au magasin momentanément, à moins qu'il y en ait encore une autre. Non, ça a l'air d'être tout.
Yvette, est-ce que tu aurais des questions supplémentaires? Ou Jean-Louis, est-ce qu'il y aurait des choses que vous voudriez demander à Yvan? J'ai vu une question, je crois qu'on n'en a pas parlé, qui est une question sur la chenille légionnaire d'automne, qui fait beaucoup de dégâts sur le maïs en Afrique. Est-ce que quelqu'un a une réponse, Jean-Louis ou Yvan? Je ne sais pas, si vous m'entendez? Oui. Oui. À ma connaissance, cette chenille qui fait tant de dégâts en Afrique est connue de longue date en Amérique du Sud. Et son éruption en Afrique il y a quelques années, on ne sait pas trop où ça va s'arrêter. J'ai l'impression que la plupart des pays d'Afrique de l'Est sont pestés maintenant. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, donc ça fait partie des parasites nouveaux, au moins pour l'Afrique. Cela dit, moi j'avais une question pour Yvan. Oui. C'est une question qui nous concerne tous, c'est-à-dire il nous a parlé des rouilles. Je sais que c'est un sujet qui le passionne. Moi, ça m'intéresse aussi. Aujourd'hui, la plupart de nos céréales sont protégées par des résistances qui ont été conférées aux variétés aujourd'hui cultivées par l'intermédiaire de méthodes de la génétique classique. Est-ce que Yvan a une idée claire à peu près claire de ce qui se passe avec les nouvelles souches de rouille? C'est-à-dire, il y a quelques années, on avait parlé d'une souche Ouganda. Oui. Et je ne sais pas où ça en est, parce que la grande crainte qu'ont les sélectionneurs, c'est que de nouvelles souches de ces champignons extraordinaires que sont les rouilles émergent et se répandent très rapidement, contournant les résistances génétiques qu'on a mis 100 ans à conférer à nos blés. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces nouvelles souches? Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est maîtrisé? C'est pas maîtrisé parce qu'on n'y peut rien. C'est un processus tout à fait normal que des nouvelles souches apparaissent. Tant qu'on utilisera des gènes de résistance majeures, dominants, des nouvelles souches apparaîtront comme elles apparaissent pour toutes les maladies. Alors évidemment, cette fameuse souche ougandaise là, qui a fait si peur a permis de relancer beaucoup de travaux sur la rouille. On peut la remercier. Donc on n'est pas dans la maîtrise, on est vraiment dans la surveillance. Donc surveillance des populations. Donc cette fameuse souche, elle fait des incursions de temps en temps, elle arrive en Europe, elle fait des petites apparitions. C'est très médiatisé par certains de nos collègues britanniques qui en font un peu leur chou gras. Il s'avère quand même qu'en fait, heureusement pour nous, elle est très peu agressive. Donc, elle n'a pas vraiment provoqué les épidémies catastrophiques qu'on craignait. Elle en a provoqué quelques-unes au Kenya et en Éthiopie. C'est pas de chance, hein, c'était vraiment pas l'endroit. Il fallait que ça arrive, mais sinon, on a aussi des modèles de prévision. Donc, on se dit, elles vont suivre, c'est de la dissémination aérienne, donc ça va suivre les vents dominants. Donc on l'attend toujours, depuis qu'elle a été détectée en Iran, on l'attend toujours en Inde, en Chine, au Pakistan, et manifestement, elle n'y est pas. Ça se saurait. Alors qu'en revanche, elle est partie vers le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Botswana, où là, elle n'était pas censée aller. Donc je pense que c'est un peu le même principe que pour les chenilles. Hein. Même, je ne suis pas entomologiste du tout. La prévision, je pense qu'il y a des gens qui en parleront dans d'autres séminaires. La prévision des émergences, des voies d'invasion, de ce qui va arriver, ça ressemble malheureusement beaucoup à nos modèles de prévision pour nos virus à nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'ils vont aller, ça n'arrive à peu près jamais là où on l'attend. Donc il y a un travail effectivement de sélection. Donc là, les programmes avaient été relancés aussi suite à l'apparition de ces souches. Il y avait eu très très vite des programmes de sélection de variétés résistantes de façon à éventuellement mettre fin à cette incursion. D'autre part, il faut rappeler que les rouilles du blé, dans la rouille noire, on a bonne idée, si on peut dire, pour l'instant, ça fait partie des quelques champignons qui ne sont pas encore résistants aux fongicides. Donc, ce n'est pas une solution optimale, mais en cas vraiment de malheur, on peut encore, pour l'instant, compter sur le traitement fongicide. Après, l'avenir, sans doute, on a parlé des mélanges variétaux, c'est la diversification, c'est des stratégies de diversification dans le temps et dans l'espace pour rompre cette dépendance qu'on a créée tout à fait involontairement à une très forte homogénéité génétique, à une très forte protection par des fongicides, etc. C'est des sujets actuellement qui sont étudiés à peu près partout dans le monde et progressent beaucoup. Pardon. Oui, pour terminer, alors j'ai de nouveau quelques informations, quelques questions. Philippe Regnault nous dit « Elle est très surveillée au niveau réglementaire ».
mais je ne sais pas de qui il s'agit. Je suppose que c'est la chenille dont on parlait tout à l'heure, à moins que ça soit la rouille dont on vient de parler. Là, je suis un peu gênée pour vous dire, mais elle est très surveillée en tout cas, ça c'est sûr. Jean-Luc Reignard nous fait une remarque, il nous dit « Lors de l'épidémie de feu bactérien en Europe, on a tenté d'éradiquer par arrachage les aubépines notamment. Force est de constater que la maladie s'installe sur un territoire et après, il faut vivre avec. On peut, je le crains, faire un parallèle avec la maladie bactérienne du Xylella fastidiosa qui, de plus, possède une très large gamme de plantes hôtes. » Donc ça, c'était un commentaire. Oui. J'ai entendu un... Ah, alors, Philippe Regnault me répond « Oui, c'est elle. » Oui, bon. c'est elle. La légionnaire d'automne, voilà, il a mis toute l'info. Donc, c'était bien de la chenille, c'est bien la chenille qui est très contrôlée. Oui, je peux faire un commentaire sur l'éradication, si vous voulez. Je suis tout à fait d'accord avec M. Regnault. Oui. On peut éradiquer, mais très localement et vraiment quand on le prend tout au début. Donc, aux États-Unis, en Floride, les Américains, pendant 100 ans, ils ont essayé d'éradiquer le chancre bactérien du citrus. Ça a coûté des millions de dollars, ça a fait des procès, ça a fait des gens qui se sont tirés dessus parce qu'on allait éradiquer dans les propriétés privées. Et ils ont finalement dit, c'est fini, on n'arrivera pas à éradiquer, parce que même si on arrive, ça revient. Donc l'éradication, il faudrait que ça soit mondial, comme ce qu'on a pu faire en médecine avec la variole, mais avec des moyens qu'on ne peut plus employer maintenant. Donc cette idée d'éradication, je suis assez d'accord. Si on prend la définition vraiment rayée de la carte, un parasite qui nous embête, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est plus dans l'atténuation, l'endiguement. Donc essayer de limiter, c'est aussi le fondement de la protection intégrée, c'est-à-dire de garder les populations pathogènes en dessous d'un seuil de nuisibilité qui reste à définir et qui n'est pas forcément le même pour toute culture, pour toutes les régions, etc. Mais éradiquer, on éradique la plante. Alors, c'est malheureusement ce qu'on fait avec les platanes actuellement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, ça revient à éradiquer la plante et le parasite qui va avec. Donc, dernière question, si vous voulez bien, là, de Nicolas Denancé, qui nous dit qu'introduire des pathogènes via du matériel infecté, c'est un facteur majeur d'émergence de maladies. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et il demande si, dans un autre sens, si on connaît des exemples d'introduction d'un hôte dans une nouvelle région où le pathogène existait déjà, mais sans pouvoir s'exprimer, faute de plantes à infecter. Est-ce qu'il y a des exemples de ce cas? Alors, il y a des exemples de ce cas. On n'a pas toute l'histoire. C'est le cas des cultures coloniales où on transporte une culture dans un autre continent. Et puis après, ça se passe mal. Donc, c'est ce qui est arrivé avec le manioc, par exemple, en Afrique, donc le manioc d'origine amazonienne. En Afrique, le manioc est attaqué par tout un tas de virus. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent, mais il devait bien être là quelque part, sans doute dans les forêts, sur d'autres hôtes. Ces virus qui ne sont pas présents du tout en Amazonie. Donc, le manioc, il n'a pas de défense contre ça. Et depuis qu'il a été introduit en Afrique, là, c'est catastrophique. Ça se passe en plus dans les zones de l'Afrique de l'Ouest qui sont déjà affectées par un tas d'autres choses. Donc, c'est très compliqué, c'est une espèce vivrière. Donc là, c'est typiquement le cas où vous amenez vous amenez un hôte sans ses parasites ou des parasites qu'il n'a jamais vus, et c'est pas de chance, il se trouve confronté à des parasites qui étaient là. Alors, est-ce que c'est un saut d'hôte? Est-ce qu'on ne sait pas trop? Là, forcément, mais on n'a pas l'histoire. En général, on n'a pas beaucoup de données, et c'est des endroits où il est difficile d'investiguer. Mais oui, on a quelques exemples de ce type, et en général, c'est les mauvaises rencontres au sens de Raoul Robinson, ça fait très très mal. Merci Yvan, merci Jean-Louis pour ces deux exposés tout à fait passionnants. Merci à tous les auditeurs et à toutes les questions et commentaires qui ont été faits. Donc moi je vous retrouverai peut-être pas la semaine prochaine, mais je serai dans la salle, ça c'est sûr. En tout cas, j'espère qu'on vous retrouvera tous et même plus